Bienvenue ici dans le Reflector Podcast. C'est un endroit où partager et élargir nos perspectives. Un endroit où embrasser la beauté, la richesse et le mystère de la vie. C'est un espace pour se confronter à l'inconnu et oser devenir un peu plus le changement que nous voulons voir dans ce monde. Ce podcast, c'est une invitation à un voyage d'exploration vers soi et découvrir le sens profond d'être humain. Merci beaucoup pour votre présence et merci pour votre écoute. Allons-y! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors j'ai envie de continuer d'explorer le système nerveux, la régulation du système nerveux, en lien avec la dynamique émotionnelle et les traumas. Voilà, c'est le sujet qui me tient vraiment à cœur ces derniers temps. Donc il y a déjà pas mal d'éléments dans le podcast sur cette série, système nerveux et libération des traumas. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème un peu spécifique qui est lié à notre anatomie et notre posture au sens large, parce que j'ai envie d'explorer aujourd'hui le lien entre système nerveux, trauma et le psoas, le fameux psoas. On en entend pas mal parler dans les milieux justement de la régulation somatique, dans aussi les milieux du yoga. Donc on dit pas mal de choses autour du fait que c'est le muscle de l'âme, mais sans avoir souvent beaucoup d'explications ou de détails sur le fait que c'est le muscle de l'âme. C'est assez difficile de trouver des informations sur pourquoi, déjà d'où vient ce terme exactement, qui l'a mentionné et à quoi ça fait référence. Donc j'avais envie de partager un peu aujourd'hui parce que l'expérience que moi j'en ai. Alors c'est pas la vérité, c'est juste une perspective, une expérience et une recherche que je vous partage là. C'est des éléments que je suis amené à explorer particulièrement lors des consultations individuelles en one-to-one. Donc quand j'accompagne les gens à la libération des traumas, à la régulation du système nerveux, je suis en contact avec beaucoup de types de constitutions, de corps, de vie, d'histoire. Et je suis amené à sentir en fait les résonances du système nerveux avec le système musculaire, le système circulatoire, l'ensemble, beaucoup de systèmes digestifs aussi. Et je voulais juste donner ici quelques pistes de réflexion par rapport au psoas et peut-être aider à faire des liens. Et je serais curieux d'avoir peut-être vos retours, vos expériences ou ce que vous avez peut-être étudié sur le sujet parce que voilà, c'est juste des pistes de réflexion à ce stade. Alors basé sur mon expérience, mais voilà, il y a certainement possibilité d'aller beaucoup plus loin que ce que je vais poser là. Alors quand on parle de psoas, on parle souvent du psoas et de l'iliaque en même temps, donc on parle de l'iliopsoas. En fait, c'est deux muscles distincts, mais qui sont très reliés. Le psoas, en fait, c'est un muscle, ce qu'on appelle un muscle profond, dans le sens où c'est difficile de le toucher. Il est vraiment à l'intérieur du corps et c'est même quelquefois difficile de le sentir à proprement parler. Justement parce qu'il accumule pas mal de tensions et on va voir en détail dans cet épisode de quoi il s'agit. Mais l'idée en fait c'est que le psoas en fait il part de nos lombaires et il va jusqu'à l'attache du fémur en fait. Donc c'est le muscle qui relie notre colonne vertébrale et à travers du coup le lien qu'il va avoir avec l'iliaque, donc le muscle qui est lié aux hanches. Il a une action directe en fait sur la connexion entre notre verticalité, notre colonne vertébrale, et notre faculté de mouvement à travers les cuisses et le fémur, les jambes en fait. Donc c'est l'interface entre notre verticalité et notre capacité à nous mettre en mouvement. C'est un muscle qui est très relié à la locomotion. Et si on regarde très concrètement, le muscle qui fait quand on ramène en fait nos genoux par exemple vers l'estomac, vers la poitrine, on fléchit la hanche, et ça c'est le psoas qui nous permet de fléchir la hanche.
Donc on peut bien évidemment imaginer quand on passe beaucoup de temps assis, très sédentaire, devant un ordi, etc., le psoas est constamment tendu. Donc déjà, ça nous donne des informations intéressantes sur aussi la quantité d'énergie qu'il peut garder et accumuler quand on reste trop statique en position assise. Une autre chose, en fait, c'est que le psoas, c'est aussi lui qui nous permet de tourner latéralement la hanche. Donc c'est lui qui nous permet de faire un mouvement latéral, de déplacer le fémur, notre jambe, latéralement, donc de la déplacer vers l'extérieur et vers l'intérieur. Donc après, si on l'amène vraiment beaucoup vers l'intérieur, ça va mobiliser aussi les adducteurs, mais c'est ce muscle qui permet vraiment le mouvement latéral de la hanche. Et un autre aspect aussi, c'est que c'est lui qui va permettre aussi un basculement latéral du bassin et puis des flexions latérales de la colonne. Donc c'est un muscle qui est en fait très intéressant parce qu'il est vraiment à la jonction entre le bas de notre corps et le haut de notre corps, et il va être impliqué dans beaucoup des fonctions d'équilibre. Donc il va être dès qu'on est en lien avec la gravité et trouver notre équilibre en lien avec la force terrestre, l'attraction terrestre, le psoas va être mobilisé. Et alors, évidemment, il y a les mouvements que j'ai cités là qui sont des mouvements évidents de mobilisation de la hanche, de locomotion, etc. Mais il y a plein de micro-mouvements que le psoas est amené à faire constamment pour nous maintenir dans une position d'équilibre. Donc voilà, ça c'était pour le côté de la fonction structurelle et le rôle du psoas en tant que muscle. Évidemment, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse parler un petit peu du lien aussi avec le système nerveux. Donc, une chose aussi, alors juste pour revenir aussi au côté structurel, fonctionnel, il est lié au lombaire et il remonte en fait, et il est très très proche aussi du diaphragme. Donc, les tensions et les accumulations dans le psoas vont aussi avoir une influence sur le muscle du diaphragme et donc sur la qualité, l'amplitude, l'intensité de notre souffle. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Quand on parle système nerveux autonome, on connaît bien l'influence de la qualité du souffle sur l'état du système nerveux autonome. Donc là, on peut voir que, voilà, comme il a une influence et une relation, une connexion avec le diaphragme, les tensions accumulées dans le psoas vont aussi avoir une influence du coup sur la mobilité de la respiration, de nos poumons et puis l'amplitude de notre souffle. Donc voilà pour le niveau assez physiologique, mais on ne peut pas dissocier, c'est ça qui est intéressant, on ne peut pas dissocier le côté le côté physique du côté émotionnel et du côté énergétique. Donc quand on voit la mobilisation et la localisation du psoas, en fait il est vraiment très présent dans le bas du corps et c'est un muscle sur lequel on n'a pas un accès vraiment direct. Et ce qui est intéressant, c'est que donc en médecine chinoise, il l'appelle le muscle poubelle, parce qu'il dit que ça accumule énormément de tension, en fait, justement, qu'on prend à la fois depuis le haut du corps et aussi depuis le bas du corps. Donc c'est comme un lieu de stockage, en fait, de quantité d'informations. Et ça, c'est intéressant parce que dans sa localisation, donc, il est lié énormément au souffle samana et au souffle d'apana, si on relie ça avec l'ayurveda et le yoga. Donc le samana, c'est le souffle d'équilibre, c'est celui qui nous permet de trouver l'équilibre entre terre-ciel, entre les parties subtiles de nous-mêmes, légères, et les parties denses, lourdes et grossières, qu'on va trouver dans le bas du corps, la connexion à la terre. Donc Samana, c'est lui qui permet aux polarités de se rencontrer et de pouvoir danser ensemble, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir être dans le même espace, de coexister. Et il va être très relié au centrage et à la capacité de contenir, de mobiliser le feu métabolique, le feu digestif. Et Apana, c'est le souffle d'élimination, donc c'est le souffle qui nous amène de l'intérieur vers l'extérieur, donc à évacuer ce dont le corps n'a plus besoin. Et qui permet vraiment donc il est très très présent notamment dans le bas du corps depuis le nombril jusqu'au bas des jambes, et il permet l'évacuation des toxines, l'évacuation de tout le surplus en fait à travers l'urine, à travers les excréments, à travers aussi une partie de la transpiration, etc. En fait, il permet vraiment d'évacuer ce qu'une fois que le corps a digéré et a assimilé ce que le corps n'a plus besoin. C'est le souffle d'Apana qui permet de l'éliminer.
Donc là, on voit bien à travers la localisation du psoas qui va être très relié à ces deux souffles. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors je me rends compte beaucoup en soins, donc quand on est en activation du système sympathique, donc le fight or flight, le système de combat ou de fuite, en fait, le psoas va être activé parce que c'est le psoas qui va nous permettre rapidement de combattre, de fuir ou de se protéger aussi. Parce que c'est le psoas, par exemple, qui nous permet de nous mettre en boule. Donc il y a un effet locomoteur, donc c'est lui qui va être aussi mobilisé pour que rapidement on puisse courir en fait, et puis aussi peut-être se redresser et puis pouvoir attaquer, ou alors courir, ou alors se protéger. Donc quand le mécanisme du système nerveux, la réponse de survie est activée, le psoas est activé. Donc ça c'est très intéressant. Donc quand on est en état de stress chronique, c'est-à-dire que on est en hypervigilance, en activation du système sympathique, donc les surrénales, le cortisol, toute la dynamique et la biologie du stress est activée, en fait ça va aussi amener une réaction dans le psoas. Donc quand on est en état de stress chronique et que cette tension se maintient, bah, le psoas se maintient dans un état de tension. Et ce qui se passe, c'est que donc là on l'a déjà vu dans les exercices, dans les épisodes précédents, donc je ne vais pas aller dans trop de détails de tout ça, mais on a expliqué que quand la menace est trop importante et qu'on ne peut plus répondre par le combat ou la fuite, le corps peut rentrer dans un état de figement. Donc là on rentre en vagal dorsal, donc c'est un deuxième état, une géométrie de survie on va dire du système nerveux, où là le corps se fige. Et c'est comme si on rentrait en état de dissociation, on se sépare, on pourrait dire, dans une certaine mesure de notre corps, et c'est comme si on faisait le mort, okay, dans ces états de figement. Et ça, ce qui est intéressant dans les états de figement, en fait, si on le relie au psoas, c'est que bah, finalement, on n'a plus accès à cette faculté de mouvement que nous donne le psoas et cette énergie de verticalité, finalement. Dans l'état de figement, on retourne à un état un peu comme un mort, c'est comme si on était en train de dormir profondément. Donc il y a comme si, au niveau énergétique, c'est comme si les tensions qui étaient accumulées dans le psoas, on mettait une couche dessus et qu'on les insensibilisait et qu'on n'y avait plus accès. Donc c'est intéressant quand on fait le lien avec ce que dit la médecine chinoise sur le côté muscle-toxine, muscle d'accumulation des toxines, muscle-poubelle. En fait, le psoas accumule les tensions qui viennent des réactions de survie de notre système nerveux. Donc à chaque fois qu'en fait on n'a pas pu digérer, qu'on n'a pas pu métaboliser une situation, donc c'est un peu la définition d'un trauma, on pourrait dire, mais en fait une partie de cette tension va venir se loger dans le psoas. Donc c'est vrai que de voir que quand il est en fait dans sa fonction positive et on va dire vertueuse, ben, il nous permet de nous verticaliser, donc d'être connecté terre-ciel, et puis de pouvoir se mettre en mouvement à partir de cet alignement. Intéressant. À l'inverse, quand on ne peut pas digérer quelque chose qui est trop intense pour notre système nerveux, qu'on ne peut pas métaboliser l'information, que ce soit une émotion, que ce soit un choc, une situation particulière, bah, c'est comme si une partie de l'émotion en stand-by va pouvoir, le psoas va avoir un rôle de stand-by, de stockage de cette émotion. Comme si l'émotion qui était restée en attente de traitement dans le système nerveux va pouvoir se loger, en fait, comme si c'était un peu un disque dur qui permet de loger les informations en attente. Donc, très intéressant de voir que en travaillant directement sur le psoas, on peut aussi avoir un impact sur venir aller chercher à métaboliser, en fait, permettre à ces mémoires qui sont logées là dans le corps de petit à petit revenir à la surface, à la conscience et de pouvoir être traitées. Et ce qui se passe très souvent, je me suis rendu compte que en fait, quand on est en état de réaction du système nerveux, en fait, il y a beaucoup d'émotions qui sont là dans le bas du corps, et souvent beaucoup de peurs qui sont logées à cet endroit-là. Et en fait, le corps, tout ce qui est en bas va venir résonner avec aussi ce qui est en haut. Donc, le bassin va venir résonner avec la mâchoire, le nez, par exemple, va venir résonner avec le côlon. On a beaucoup d'énergie, de résonance directe de l'énergie dans leur localisation dans le bas du corps, avec des localisations dans le haut du corps.
quand on dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, bah, ça se manifeste pas seulement microcosme, macrocosme, mais aussi haut du corps, bas du corps. Et ce qui est intéressant, si on voit ça comme ça, les tensions du bassin sont reliées aux tensions de la mâchoire, au niveau osseux, si on voit que la résonance mâchoire-bassin, mais en fait les tensions du psoas vont être très reliées avec aussi les tensions qu'on va retrouver dans le cou, qui sont très en connexion avec les mécanismes de vigilance. D'accord? Donc quand on est en état de réaction sympathique, on a le mécanisme de contrôle, de vigilance qui est à l'extrême, parce que notre corps est calibré pour faire face à une menace, pour répondre à une menace. Donc il est en état de contrôle, les sens sont en éveil pour aller voir cette menace et pouvoir très rapidement y répondre de manière efficace. Donc nos mécanismes de vigilance, de contrôle sont très actifs. Okay? Donc c'est intéressant, c'est que plus le psoas va être tendu et va accumuler de tension, de mémoire de trauma, plus on va aussi avoir de tension dans la nuque. Et bien souvent, on ne va pas sentir les tensions dans le psoas. Alors bien évidemment, il y a des réponses, beaucoup de gens disent, bah oui, bah si on a des douleurs au lombaire, etc., c'est lié au psoas, on peut aller dans plein d'explications, etc. Mais bien souvent, nous, la manière dont on va sentir les douleurs, c'est dans notre capacité aussi à bouger la nuque et à pouvoir regarder de gauche à droite. D'accord ? Donc ce qui est intéressant quand on dit bah, finalement on voit la lumière de l'âme dans les yeux, mais en fait finalement notre capacité de mouvement, la perspective qu'on va avoir sur notre regard, en fait, la perspective qu'on a de voir en fait de gauche à droite à 180 voire même 360 degrés quasiment, si on peut bien tourner le cou. Et c'est intéressant parce que notre capacité de voir est aussi relié avec notre psoas. Donc c'est comme si le psoas, il manifestait, il était la manifestation inconsciente de toutes ces tensions, mais nous on y a accès en fait en regardant à quel point notre cou est tendu, et à quel point finalement on peut bien tourner la nuque ou pas. Et les tensions en fait dans le bas du corps, les tensions dans le bas de la colonne en fait vont venir se répercuter par voie de compensation dans le haut du crâne, et dans le haut du corps, et notamment dans les cervicales. Donc c'est intéressant de voir que aussi quand on est en mécanisme de vagal dorsal, donc quand on est en réponse de figement, de dissociation, c'est comme s'il y a une partie de nous qui quittait notre corps. Et en fait on n'a plus accès aux sensations. C'est ça le propre même de la protection du vagal dorsal, c'est qu'il nous permet de ne plus sentir, parce que la douleur serait telle qu'on ne peut pas y faire face. Donc il met une couche d'insensibilité en nous faisant sortir de la sensation de l'élément traumatique, en nous dissociant légèrement de notre corps. Donc c'est comme si notre corps d'énergie, notre esprit, se décalait de notre corps physique. Donc, ce qui se passe, c'est à ce moment-là, c'est aussi que il y a une difficulté à venir trouver la sensation dans le corps. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas sentir notre corps ? On raconte des histoires. Le mental vient pour raconter une histoire sur l'énergie qui est en stand-by, pour qu'on continue à poser notre identité, continue à exister dans le monde quand même. Donc on raconte une histoire et on met autant de mental, de justification et de rationnel sur cette histoire qu'on a été profondément traumatisé, qu'on a été blessé. D'accord ? Donc il y a beaucoup d'énergie qui va dans la tête, à mesure que l'énergie ne peut pas être métabolisée dans le corps. Et à mesure que l'énergie va dans la tête, on a aussi de plus en plus de tension dans la nuque, qui est la zone de connexion entre la tête et le corps. Vous comprenez ? Donc c'est comme un bouchon. La zone de la nuque, de la mâchoire, c'est comme un bouchon. J'explique ça souvent en one-to-one. En fait, c'est comme si on était une bouteille d'eau gazeuse. Et en fait, on a secoué la bouteille, il y a plein d'émotions qui sont là en suspens, qui demandent à sortir, qui demandent à être exprimées, qui demandent à être manifestées. Et la mâchoire, c'est comme le bouchon, c'est un verrou psycho-émotionnel, où on serre le bouchon, et du coup, quand on commence tout doucement à le serrer, les émotions peuvent enfin commencer à se manifester, à se métaboliser. Donc c'est à cet endroit-là qu'on dit oui, en fait. D'accord ? Donc les mécanismes de défense, ils sont là pour nous protéger jusqu'à ce qu'on soit prêt à dire oui. D'où l'importance de les honorer là où ils sont, parce que c'est des gardiens. Okay ? Donc aller chercher trop fort par des mécanismes cathartiques
les traumas, les énergies enquistées, les énergies cristallisées dans les muscles profonds, etc., ou à travers des respirations super fortes, c'est pas toujours la bonne solution. Moi, je suis pas forcément pour ces voies-là, parce qu'en fait, ça cherche à court-circuiter le mécanisme de défense de l'organisme. Alors qu'en fait, quand on l'écoute, à proprement parler, et qu'on lui permet d'exister, qu'on l'honore, qu'on honore ses gardiens, ben, il nous ouvre la porte. Il n'y a pas besoin de la défoncer, en fait. Il suffit de leur demander la clé. Et ce que je me rends compte, c'est que une partie de ces gardiens se loge en fait. Donc bien évidemment, les tensions qu'on va le plus sentir sont dans la nuque, mais en fait c'est comme s'ils tenaient les manettes depuis le psoas. Donc c'est pour ça que j'ai été amené à mettre au point des exercices qui permettent de se relier directement à l'énergie de ce psoas et à lui permettre à son rythme, progressivement, de manifester ses tensions. Ok ? Donc, une manière que j'ai trouvée pour faire ça de manière vraiment très simple et accessible à tout le monde, c'est de se relier à la sensation du toucher et à la sensation de la gravité. D'accord ? Et particulièrement dans le bas du corps. Donc, il y a ce lien entre les jambes, d'accord, et la colonne lombaire. Quand on va être conscient des sensations qui sont dans nos jambes et de le toucher des jambes avec le sol, on va directement, quand on se laisse aller à cette énergie de gravité, vu que le psoas est très relié à cette notion d'équilibre en lien avec la gravité, en lien avec la Terre, assez naturellement, quand on est dans ces sensations-là, on commence très doucement, très progressivement, sans aller chercher les traumas, on permet aux zones de protection, en fait, qui sont logées notamment dans ces muscles-là, de commencer à s'exprimer très progressivement à partir d'un espace de sécurité. Nos mécanismes de défense, en fait, on peut essayer par tous les moyens de les court-circuiter jusqu'à aller prendre des substances hallucinogènes, etc. Le problème, c'est que les gardiens, ils sont toujours là. C'est juste qu'on les a court-circuités, on les a éteints pendant un temps. Quand on donne la sécurité suffisante, l'information de sécurité suffisante dans le corps, naturellement, ces gardiens nous donnent les clés. Ils demandent que ça, en fait. Ils sont là le temps qu'on trouve la sécurité nécessaire pour aller voir les peurs qui sont derrière, pour aller voir les souffrances, les douleurs qui sont derrière, là où on a été blessé. Donc c'est ce que je propose et que j'ai mis en place à travers des exercices simples mais très précis par étapes dans la formation à la régulation du système nerveux. Donc c'est une formation qui est très accessible à la fois au niveau prix, qui est accessible si vous n'avez aucune expérience somatique, aucune expérience de développement personnel, aucune expérience de méditation. Vous pourrez faire tous les exercices sans aucun souci. C'est très simple et expliqué pas à pas. Et pareil, si vous avez à l'inverse beaucoup d'expérience, vous allez trouver des exercices d'une simplicité redoutable mais qui sont beaucoup plus efficaces, selon mon expérience, que des choses quelquefois très complexes, en fait, qui s'adresse à des gens et des systèmes nerveux qui ont déjà une connexion avec le corps et une certaine maturité dans le déploiement. Il y a beaucoup d'exercices qu'on trouve dans le yoga traditionnel qui sont des exercices qui s'adressent à des gens qui ont une prise de terre qui est déjà solide. Les techniques qui ont été déployées en Inde sont déployées beaucoup pour les Indiens et c'est des gens qui ont ce qu'on appelle un premier chakra, une énergie de base. La question de la vie ou de la mort du corps physique, c'est quelque chose qui est très clair là-bas. On voit les gens mourir sur les bûchers. Chez nous, c'est des énergies qui sont rationalisées, qu'on a mis sous le tapis pour on va être peut-être au paradis ou en enfer une fois qu'on sera mort. La mort est quelque chose qui est très lointain. Le rapport à notre corps physique est quelque chose qui est très complexe. Donc les techniques de yoga, beaucoup ont été développées pour des gens qui ont déjà une prise de terre qui est bien solide. Et des gens qui veulent plutôt développer les centres du haut et étendre la conscience. Nous, on a des centres du haut qui sont très développés et des centres du bas qui sont rachitiques, qui sont sous-développés. Donc on a besoin de revenir à la prise de terre. Donc je me suis rendu compte de ça en transmettant le yoga, mais aussi en formant des enseignants de yoga et dans l'accompagnement que j'ai au quotidien avec les gens. En fait, on manque tous d'une prise de terre très solide pour pouvoir faire un travail d'approfondissement, de libération émotionnels et des traumas enfouis plus profondément dans les tissus. Donc voilà, donc pour dire que
Si vous voulez aborder cette notion de libération du psoas de manière très simple, etc., je propose ça à travers des exercices et des modules progressifs dans la formation de régulation du système nerveux. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui par rapport au psoas. Donc muscle, en gros, un peu comme disque dur, qui garde les mémoires en transit, hein, côté lien avec le muscle poubelle. Et lien avec le muscle de l'âme, donc des éléments de piste là-dessus, c'est cette notion euh, d'angle sur la vie dont je parle souvent. C'est-à-dire, quel angle je peux avoir, quelle part du camembert de la vie je suis prêt à digérer. Ça va être très relié aussi au psoas, parce qu'à travers le mouvement de la hanche, en fait, il parle de l'ouverture de notre bassin. Et ça, comme je disais, le lien avec aussi là-haut les cervicales, en fait, c'est l'amplitude de là où je peux regarder, là où je peux diriger mon regard, en fait, derrière, mes pas peuvent suivre. Donc il y a vraiment cette notion-là, dans la capacité de trouver l'équilibre entre la terre et le ciel, il y a la capacité de manifester mes rêves. Donc, dans le psoas, il y a cette notion-là de me mettre en mouvement dans la direction de mon élan vital. La capacité de me mettre en mouvement, en alignement, dans la direction de mon élan vital. Il y a ça dans le psoas. Donc toutes les fois où finalement ma créativité, mon élan vital a été brusquement rejeté, renié, dénigré, bah, ça va venir se stocker à cet endroit-là. Ok ? Et on parlera, je pense, plus profondément de ça, du lien entre énergie sexuelle et système nerveux, parce qu'il y a là un lien indéniable avec le psoas, mais je pense que c'est tout un autre chapitre. Mais dans le lien à l'énergie sexuelle et le lien à la créativité, en fait, à notre élan vital. Donc voilà, c'était une invitation à prendre conscience, à honorer, à rencontrer un peu plus ce muscle ilio-psoas et des pistes de réflexion par rapport à ce qu'il peut nous donner comme information par rapport à notre vie. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, merci pour votre confiance, pour votre aussi engagement, de fidélité, parce que vous êtes nombreux à me faire des petits feedbacks sur les épisodes, à poser des questions, à donner des pistes de réflexion. Donc n'hésitez pas à continuer ça me fait toujours chaud au cœur et puis ça me permet d'orienter le contenu en fonction de vos besoins et de vos questionnements. Merci beaucoup, bonne journée.